lorsque l'usine Bowater a fermé, la population de Donnacona s'est mise à augmenter. On ne s'agrandit pas juste pour dire qu'on va-tu en avoir besoin dans 10 ou dans 15 ou dans 20 ans. On a besoin présentement. On ne veut pas devenir une ville dortoir. Bienvenue à Maires et Mairesses. Dans cet épisode, on va à Donnacona, la troisième plus grosse ville de la MRC de Portneuf, avec 7 600 personnes. Elle est en plein développement. Elle a longtemps été une ville mono-industrielle dépendante d'une papetière, aujourd'hui démolie. Comme vous allez le voir, l'agrandissement de la ville est beaucoup basé sur l'emploi local, contrairement à d'autres municipalités de la région. C'est du moins l'objectif du maire actuel, Jean-Claude Léveillé, qui est à la tête de la ville depuis 2016. Je me souviens, j'avais déjà dit à ma conjointe, il y a plus de 20 ans, un jour, je vais devenir maire de Donnacona. Ça m'a pris plus que 20 ans de le faire, mais je l'ai réalisé, mon rêve. Puis qu'est-ce qui vous attirait particulièrement? Avec les possibilités que cette ville a, je la voyais beaucoup plus grande de qu'est-ce qu'elle était à l'époque. On parle de l'autoroute, on parle des accès, on a quand même une proximité de Québec. C'était une place où vous pouvez venir consommer également. C'est qu'est-ce qu'il n'y avait pas avant. Puis lorsque l'usine a fermé, je me souviens qu'il disait que la ville de Donnacona va devenir une ville fantôme. Puis ça a été le contraire. La population de Donnacona était de 3 500. Puis aujourd'hui, on a doublé cette population en moins de 20 ans. C'est pas juste dû à moi, là, à mes deux prédécesseurs. Il y a des industries qui sont arrivées, il y a des commerces qui sont attachés. Puis à partir de là, ben, je crois que c'était une roue qui continue à tourner encore aujourd'hui. On le voit. Les constructions qui se passaient aux alentours, c'est pas ça qui manque. En 2024 est arrivé un très gros joueur, Microsoft, qui a construit un centre de données dans le parc industriel, un bâtiment plein de serveurs informatiques en quelque sorte. Ça risque de changer beaucoup de choses dans la ville et le maire en est bien content. Qui ne serait pas content d'avoir un nom aussi reconnu dans le monde? Mais si on se fait un peu l'avocat du diable, il n'y aura quand même pas beaucoup d'emplois associés à cette grosse entreprise-là ici. On parle environ d'une cinquantaine d'employés qui vont travailler là, mais c'est qu'est-ce qu'elle apporte, les besoins que cette entreprise-là va avoir besoin. Une fois qu'ils vont être installés, oui. Vous n'avez pas peur que leur influence soit trop grande sur la politique municipale? Je dirais non. Ils ont un département qui s'occupe seulement du communautaire. Des besoins de la communauté. Ils vont participer, mettons, je sais pas, faut replanter des arbres du long d'une berge. Une entreprise comme Microsoft qui s'installe, ça représente combien de revenus par année pour la ville, ça? On a évalué à peu près un quart du budget de la ville. Ah oui? OK. Puis le budget de la ville est de? 16 millions. Je vais vous laisser compter. OK. L'expansion continue. La ville veut plus que doubler la surface de son parc industriel. Elle a fait une demande de dézonage auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Au moment de l'entrevue, elle n'avait pas encore eu l'autorisation. J'en ai plus que la moitié qui serait déjà réservée si je pouvais le dézoner. Les demandes qu'on a, c'est des industries qui sont déjà dans le parc industriel. Okay. C'est pas des nouveaux qui arrivent, là. On prévoit déjà des visions de la ville dans 10 ans, dans 15 ans, justement, puis on veut garder notre monde ici, justement. On veut pas devenir une ville dortoir. On veut vraiment offrir la possibilité de venir s'engager dans la ville de Donnacona. À l'emplacement de l'ancienne papetière, il va y avoir des logements d'ici quelques années. Le terrain appartient à la compagnie American Iron and Metal. On ne va pas construire là de maisons unifamiliales, mais des édifices à plusieurs logements. D'abord parce que le terrain a trop de valeur. Il est situé au bord du fleuve et de la rivière Jacques-Cartier. Mais aussi parce que ça va prendre 3 ans pour le décontaminer, avec une facture de dizaines de millions. La ville, en tout cas, compte bien garder un œil sur ce qui va se faire là. Tout ce qui est branle et riveraine demeure la propriété de la ville. Ça va être une piste cyclable piétonnière qui va pouvoir longer les rives, là, qui va demeurer les propriétés de la ville. C'est une zone inondable, ça? Non. Pas du tout? Pas du tout, vraiment. C'est surprenant. On voit que c'est vraiment plus bas, là, mais il n'y a jamais eu d'inondation sur ce terrain-là. Parlons maintenant du fonctionnement du conseil municipal.
À Donnacona, les conseillers ne sont pas assignés à un quartier en particulier. Chacun représente tout le monde. Pour le maire, c'est une bonne chose. Moi, je trouve que ça donne l'accessibilité aux citoyens de parler à n'importe quel des conseillers, puis le message va se rendre là, de toute façon. Dans votre conseil, est-ce qu'il y a des discussions parfois ardues ou vous êtes pas mal tous sur le même point de vue, le même... Je dirais non. Même si on est quand même 6 conseillers indépendants, on n'a pas de parti, on n'a pas de regroupement interne. Tous les conseillers, ils ont leur vision de chacun de leur côté. J'ai 6 idées différentes au lieu d'avoir 2 idées de chacun de côté. On a 4 dames et 2 hommes qui siègent au niveau du conseil. On est la seule municipalité au niveau de la MRC de Portneuf qu'on a une majorité féminine au niveau du conseil. Est-ce que vous avez à trancher souvent? Comment ça fonctionne? Je me souviens pas la dernière fois que j'ai dû couper. Est-ce qu'il y a eu des fois où un conseiller ou une conseillère exprimait sa dissidence sur un projet de règlement? Oui, ça a déjà arrivé, mais je ne peux pas vous dire à quelle occasion, là, vraiment, mais ça a déjà arrivé, oui. C'est pas fréquent, quoi. Non. Quant aux séances du conseil, elles ne sont pas vraiment courues, à peine 2 ou 3 personnes. Là encore, le maire voit ça positivement. Ce n'est pas le signe d'un manque d'intérêt de la population, selon lui. Si on prendrait des mauvaises décisions, la salle de conseil serait remplie, je suis sûr. Alors, je crois que c'est d'une certaine façon, je vois ça comme une marque de confiance. Les citoyens se tiennent quand même très informés en ayant depuis 2 ans l'enregistrement obligatoire de nos séances de conseil. Si quelqu'un a une question, il n'est pas obligé de venir s'asseoir ici également. Ils peuvent l'envoyer en ligne. On va lire la question, on va répondre à sa question. Comme les autres maires et mairesses, Jean-Claude Léveillé est un peu coincé entre les demandes de ses citoyens et les restrictions de la loi. Mais ce n'est pas le maire le plus sévère à ce propos-là qu'on a rencontré. Il y a certaines choses, c'est contraignant. Des fois, il y a un projet qui peut être abandonné parce qu'on ne rencontre pas les normes demandées gouvernementales. Mais assez souvent, bien, on est capable de essayer de s'arranger pour rentrer dedans. Mais assez souvent, on va demander des explications aussi. Là, on est capable d'avoir des bons contacts, puis ils sont capables, des fois, de nous expliquer comment on pourrait faire entrer notre projet à l'intérieur de le barème, là, justement. Là. Parce que ça demande du temps, l'administration, beaucoup. L'administration, ça demande énormément de temps lorsqu'on fait des demandes, oui. La principale source de revenus récurrente des municipalités, c'est bien sûr la taxe foncière, plus de la moitié de leurs revenus au Québec. Mais c'est trop peu, selon tous les maires qu'on a rencontrés. Récemment, le gouvernement du Québec a accordé la permission de taxer quelques biens en particulier. Mais ce n'est pas approprié pour toutes les municipalités. Je me verrais mal, moi, maire de Donnacona, de mettre une taxe sur les immatriculations lorsque je n'ai pas de transport en commun. On a la possibilité de taxer sur les piscines. Ça, celle-là, je commence à la regarder, vraiment, parce que veut pas, ceux qui ont des piscines, genre, je fais partie de ceux-là, on utilise l'eau potable. Vous n'avez pas l'impression, comme plusieurs maires, qu'on vous a pelleté des responsabilités dans le loisir, même dans la santé, il faut s'occuper puis qu'on ne vous a pas donné les moyens d'y arriver? On commence à avoir des problématiques avec l'itinérance, même dans nos petites villes. On commence à avoir de l'itinérance. Puis là, ben, ils se retournent vers les villes puis ils disent, c'est vous allez vous en occuper. J'ai pas les moyens, je veux dire, j'ai pas... Est-ce que le ministère de la Santé, il pourrait dire, OK, on vous alloue un certain montant pour... Vous allez vous occuper de l'itinérance. Les gouvernements devraient donner l'exemple aussi en payant le taxe sur le bâtiment, parce que le gouvernement du provincial ne paye pas la totalité de son compte de taxes. Ça, on parle des écoles, des CHSLD, des CPE. Finalement, j'ai demandé à M. Léveillé ce que ça prend pour être un maire, et j'ai été surpris par sa réponse. Moi, j'ai un secondaire 5.
je conseille aux jeunes de continuer les études un petit peu plus. Mais c'est quelque chose qui est possible. C'est pas seulement avec les études. Je crois qu'une personne avec un bon leadership, avec un bon bagage en arrière de lui, est capable de faire la différence, même si ce n'est pas nécessairement les études qui l'accompagnent ou le diplôme qui l'accompagne. Mais c'est quelque chose qui se fait. Puis je vous conseille de le faire, de l'essayer, de vous... même si vous pensez que vous n'êtes pas la personne adéquate, vous êtes surpris le potentiel que vous pouvez sortir, même si vous n'avez pas les études. Si vous êtes marié, vous avez des enfants, je vous conseille d'intégrer la famille complète dans votre décision. Vous devenez une personne publique. Alors, votre famille devient une famille publique. Faites-les asseoir dans votre poste une journée, voir c'est quoi, puis vraiment être préparé à devenir une personne publique. On devient une personne publique. Vous avez fait ça, vous, avec votre famille? J'aurais dû le faire. Ah, OK. Parce qu'au début, ça a été difficile. Mais lorsque j'ai pris la décision du deuxième mandat, là, j'ai dit que je le faisais. Puis je le conseille de le faire sur le premier. Voilà, c'est tout pour cet épisode. À la prochaine.